Question de nous sensibiliser davantage. Madame Després nous en a montré un petit peu, mais nous sensibiliser davantage à ce qui se fait peut-être en termes d'innovation à l'extérieur du Québec. J'invite et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à notre dernier intervenant, M. Jean-Guy Côté, qui est directeur associé de l'Institut du Québec depuis 2015. Alors, l'Institut a produit une étude de cas intitulée « Des exemples pour l'école québécoise ». Alors, M. Côté viendra nous en parler. Il est diplômé de l'Université McGill, de l'Université de Montréal, de HEC et du Conservatoire de musique de Montréal. Alors, M. Côté, je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Désolé du retard, quelques imprévus. Mais alors, l'Institut du Québec, alors on ne connaît pas encore beaucoup, fait que comme j'ai peu de temps, je vais essayer de nous faire une introduction rapide. On est ce qu'on appelle en bon franglais un joint venture, une association entre le HEC Montréal et le Conference Board du Canada. Donc, notre intérêt premier est généralement l'économie, donc la croissance économique du Québec. Mais on en est venu à se poser la question, la place de l'éducation, l'importance de l'éducation, pour deux choses. Premièrement, parce que c'est un intérêt fondamental pour la société, mais aussi parce que c'est un vecteur économique important. Si votre système d'éducation a des défaillances, c'est le niveau de vie des générations futures qui va en subir les conséquences. Donc, pour nous, c'était un vecteur important à étudier. Cependant, comme on n'est pas nécessairement des experts en pédagogie, on ne vient pas des départements d'éducation, ou on n'est pas des experts en architecture, on a décidé de prendre une méthode un peu plus positive, c'est-à-dire d'aller voir ce qui se fait ailleurs, d'avoir des études de cas, de ce qui se fait ailleurs, des exemples d'écoles innovantes partout dans le monde, et voir comment on pourrait s'en inspirer ici au Québec. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est associé avec une firme qui s'appelle Credo, qui est basée dans le Myland, qui nous a prêté des experts pendant quelques temps. Et selon la méthode des cas, c'est-à-dire on est allé voir des cas spécifiques ailleurs dans le monde, on a essayé de déterminer des choses qui ressortaient, qui étaient importantes pour améliorer les systèmes scolaires. Donc, 3 niveaux. On s'est concentré sur le niveau global, donc l'école dans sa communauté, l'école comme bâtiment, puis l'école qui est partie prenante d'une communauté qui est plus large que le milieu scolaire, la classe, comment on peut innover dans le système de la classe, les étudiants, le professeur, la relation, et le dernier niveau, l'étudiant en soi, comment on innove avec chaque élève dans sa personnalité. La première chose qui ressort en première ligne, c'est la flexibilité. Ce sont tous des exemples qui fleurissent dans des systèmes qui permettent une très grande flexibilité. Donc, une flexibilité de l'école, une flexibilité de l'élève, une flexibilité du système qui permettent de l'émergence d'innovation. Donc, premier niveau, une école inclusive ouverte sur la communauté. Donc, le principe général, c'est que l'école n'est pas simplement le bâtiment où les élèves vont apprendre, c'est aussi un acteur important de sa communauté. Et la communauté a accès à l'école, comme le reste de l'école a accès à la communauté qui l'entoure. Il y a deux choses, et là, ça va recouper la présentation précédemment. L'architecture, qui est un vecteur de l'école, qui est un vecteur d'ouverture, mais aussi la communauté immédiate, qui est mise à profit à l'intérieur des murs de l'école. Je tiens à vous dire qu'on a pris uniquement des exemples internationaux pour ne pas nécessairement choisir des exemples locaux qui auraient pu démontrer un certain parti pris. Donc, on s'est concentré uniquement sur des exemples internationaux, mais on sait qu'il en existe ici au Québec de ce type-là. Le premier exemple qu'on a, c'est une école qui existe au Danemark, l'Orastad Gymnasium. Désolé, mon danois n'est pas très bon, mais c'est une école de type entre le fin secondaire, début cégep, 16 à 19 ans, les étudiants qui y participent. Ils ont un système de pédagogie qui ressemble un peu au nôtre, donc par projet. C'est un système d'enseignement par projet rendu là. C'est une école à vocation scientifique et c'est aussi une école dans un milieu plus défavorisé. Donc, c'est les 4 variables qu'on a autour de cette école-là. Et c'est une école qui a été construite avec des grandes classes ouvertes. Il n'y a pas nécessairement de classes assignées à des matières en particulier. Il y a un cercle au centre qui permet une communication entre les divers lieux, les divers
les divers environnements. Et ça permet finalement de moduler l'école en fonction des besoins que les étudiants expriment. Donc, il peut y avoir des classes, des endroits particuliers qui vont être désignés pendant un certain temps pour la science, un autre pour les médias, un autre pour les sciences humaines. Et au courant de la journée, selon les projets, ces endroits-là vont changer de vocation. Donc, c'était la conception première. Ils ont fait faire affaire avec une firme d'architectes connue de l'endroit qui leur a donné ce modèle-là. Donc, c'est grands espaces, grande lumière. C'est sûr que cet exemple-là ne prend pas en considération ce que vous appelez l'inertie du patrimoine bâti. Donc, ça pourrait s'appliquer dans le cadre d'une école qui pourrait être neuve ou qui aurait besoin beaucoup de modifications. Les résultats. Généralement, dans les milieux défavorisés, l'acceptation à l'université dans ces endroits-là était très bas par rapport à la moyenne nationale danoise. Ce qu'ils se sont aperçus 10 ans après la mise en place de cette nouvelle école-là, c'est que l'acceptation à l'université de ces étudiants-là est ramenée au niveau national malgré le contexte socio-économique beaucoup plus bas. Donc, l'école n'a pas nécessairement amélioré au-delà de la moyenne nationale des résultats, mais a ramené des étudiants qui n'avaient pas nécessairement les meilleures chances de réussir au niveau du reste de la population. Donc, pour nous, ça nous apparaissait quelque chose d'intéressant. La deuxième chose, une classe engagée, inspirée, deuxième niveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la classe? Il y avait deux aspects qu'on voyait, soit le partage des meilleures pratiques et l'apprentissage collaboratif. Donc, le partage des meilleures pratiques, c'est comment l'organisation de la classe peut influencer entre les élèves une façon de procéder qui pourrait améliorer les résultats globaux d'une classe. Le cas particulier que je vais vous présenter, c'est un cas écossais. C'est le Fifth Peer Learning Experiment. Donc, essentiellement, ce qu'on fait avec ça, c'est un programme de tutorat qui a été instauré dans 129 ou 130 écoles en Écosse, où le tutorat se fait entre les niveaux. C'est-à-dire que le niveau de troisième année va tutorer le première année et c'est 2 ans de différence entre le tutorat. Et pour voir s'il y avait une implication, pour voir comment les élèves, finalement, amélioraient l'ensemble des résultats. Globalement, ce qu'on s'est aperçu, après presque 10 ans de projet pilote, c'est que le tutorat par les pairs fonctionne avec les 2 ans de différence. Les meilleures réussites sont là, mais ils ont eu un effet extrêmement positif excusez-moi, sur le comportement à l'intérieur de l'école. Le comportement général de l'ensemble des étudiants s'est amélioré, autant les gens qui étaient tutorés ou qui étaient tuteurs. Il y a eu un meilleur sens de la communauté qui s'est développé à l'intérieur de l'école. Donc, en brisant les murs des grades, finalement, ce qu'ils sont arrivés à faire, c'est de créer une communauté qui était plus participative. Les résultats globaux se sont améliorés. C'est quand même une expérience intéressante puisqu'elle a été faite à très grande échelle et les résultats se sont répliqués un peu partout. Donc, il y a une intégration à l'intérieur de l'école qui est plus grande, qui est possible, qui ne demande pas nécessairement beaucoup d'ajustements, mais de la création d'un espace puis une certaine flexibilité. Troisième niveau, l'accompagnement et suivi personnalisé. Donc, comment on peut faire pour que chaque élève s'est ramené, sortir l'école de l'école, puis le ramener un peu plus proche de la vie de l'élève. Vous avez tous des téléphones cellulaires, votre emploi est dans votre poche. Nécessairement, l'élève, aujourd'hui, a peut-être la même attente que l'école le suive un peu partout. Donc, il y a plusieurs innovations. Il y en a beaucoup d'innovations qui permettent un suivi personnalité de l'élève. Celui que je vous présente aujourd'hui, c'est le système Sacoche qui est développé en France. Ça, Sacoche, c'est organique, là. C'est-à-dire que c'est les professeurs eux-mêmes qui ont mis une plateforme ensemble où qui échangent les meilleures pratiques de classe entre elles ou entre eux. Voici le type d'activité, voici le type de ressources que j'utilise, voici comment ça fonctionne. C'est un peu un Facebook très spécialisé de professeurs. La plateforme, si vous allez voir sur la plateforme actuellement, vous allez vous apercevoir qu'ils auraient besoin d'un monteur web parce qu'elle date, là. Mais essentiellement, le contenu est très pertinent. Il est utilisé énormément dans le système français.
Ça permet aussi un suivi personnalité de chaque élève. Chaque élève peut avoir son suivi, ses formations, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il doit améliorer. Il existe des alternatives aussi au Québec qu'on utilise. Peut-être que certains de vos professeurs dans les classes utilisent déjà des alternatives où on peut suivre le profil de l'élève en fonction sur le téléphone cellulaire. Moi, j'en ai déjà vu ailleurs ici des applications qui permettaient ça. Donc, le but étant essentiellement de cette plateforme-là, c'est entre autres suivre les élèves, mais ensuite de partager les meilleures pratiques entre les professeurs pour que les professeurs puissent apprendre les uns des autres. Dans le rapport est disponible sur notre site web de façon totalement gratuite. Donc, dans notre rapport, il y a plusieurs exemples. Il y a environ 12 à 15 études de cas très précises qui sont regroupées dans les 3 niveaux. Comme j'avais peu de temps, donc j'ai essayé de me restreindre le plus possible, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre des autres. Et nous, on trouvait ça intéressant de ramener ça ici au système québécois pour voir dans le carcan québécois, qu'est-ce qui était possible de faire. Donc, les solutions proposées, que nous, à la fin du rapport, ce qui nous, on est ressorti, il y a 2 choses. Première chose, entre autres de la flexibilité, c'est encourager les initiatives locales. Petite anecdote, le lendemain de la publication du rapport, on a fait un peu de bruit médiatique avec ça et j'ai reçu 6 appels dans une seule journée d'écoles locales partout au Québec qui m'appelaient pour dire « Oui, mais nous, on en a des initiatives locales. Oui, nous, on fait des choses spéciales. Oui, nous, on fait des choses localement qui sont intéressantes. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? » Un, parce qu'on avait choisi de ne pas le faire au niveau international. Donc, il existe probablement dans vos écoles des initiatives locales qui sont extrêmement intéressantes, qui mériteraient d'être connues, qui mériteraient d'être publicisées, qui mériteraient d'être diffusées un peu plus. Mais actuellement, il y a un mur de communication où cette information-là, nécessairement, n'est pas partagée. Donc, faites profiter de vos initiatives locales, apprenez les uns des autres, puis donnez une flexibilité à chaque école de développer ses propres initiatives. Donc, je pense que ça, c'est la première constatation qu'on a faite. La deuxième, l'enseignant. Dans tous les études de cas qu'on a vues, si l'enseignant n'est pas mis en action, si l'enseignant n'est pas dans le coup, si on impose ce qu'on appelle en anglais du top-down, on dit maintenant innover, maintenant on fait ci, il y a un mur. C'est tous des écoles qui ont mis à profit les enseignants, qui ont misé sur leur formation, qui ont misé sur la formation continue pour permettre à ce que ça fonctionne. Voilà. On met toujours ça à la fin de nos présentations. Ce n'est pas spécifique, mais c'est ça. Donc, sur ce, merci beaucoup.